Hello et bienvenue dans Happy Hormone, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton corps, ton cycle et t'aide à apaiser tes symptômes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode invité avec Romane, qui est psychologue et spécialisée dans les TCA. Cet épisode est absolument pépite, même si je dis ça à chaque épisode, mais voilà, je sais que vous êtes nombreuses à souffrir de déséquilibres hormonaux et de relations troublées avec l'alimentation. Du coup, j'espère vraiment que cet épisode va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs au podcast, de mettre 5 étoiles, de partager un petit commentaire si l'épisode vous a plu, de partager le podcast et l'épisode d'ailleurs autour de vous. Ça permet de soutenir mon travail et surtout de faire connaître le podcast et les épisodes à celles qui en ont besoin. C'est trop important et encore merci d'ailleurs pour celles qui l'ont déjà fait. De mon côté, je vous embête pas plus longtemps et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Romane. Bonjour Eugénie. Bienvenue sur le podcast. Je suis trop contente que tu aies accepté d'intervenir. Tu es déjà intervenue dans l'accompagnement équilibre, alors pas équilibre ton SOPK, entre-temps il a changé de nom, le Happy Hormone Club. Les filles ont adoré ton intervention et c'est vrai que les TCA, c'est quelque chose qui revient très souvent chez les femmes qui souffrent de déséquilibres hormonaux au final aussi. J'ai plein de questions à te poser. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, moi du coup c'est Romane Leblanc, pour celles qui me connaissent pas encore via les accompagnements de Génie. Du coup je suis psychologue clinicienne TCC, donc c'est un bien grand mot pour pas dire grand chose. En gros on agit sur les comportements pour modifier ce qui se passe dans la tête. Donc c'est la thérapie cognitive et comportementale. Et j'exerce uniquement en visio parce que depuis que j'ai 15 ans je suis dans des valises et je voyage. Donc je suis entre l'Europe et l'Amérique. Et voilà, c'est ma manière d'exercer et ça se passe très bien. Donc voilà, globalement, qui je suis. Trop cool. Et du coup, tu accompagnes les femmes. Enfin, la visio, ça te permet d'accompagner les femmes à travers le monde. C'est ça qui est cool aussi. Oui, exactement. Alors, je n'accompagne d'ailleurs que les femmes parce que je ne suis pas du tout formée à l'homme. Ce n'est pas discriminatoire, mais vraiment, quand on fait de la psychologie, on doit choisir parce que ce n'est pas la même chose, la psychologie de la femme et la psychologie de l'homme. Une femme, elle fonctionne sous un cycle de 28 jours. Un homme, c'est sous un cycle plutôt d'1 an. Donc, c'est vraiment deux manières différentes de penser le psychisme. Et oui, du coup, j'ai énormément d'expatriés dans ma patientèle. Ça, c'est un peu logique. En étant moi-même une, c'est ce que j'attire. Trop chouette. Écoute, est-ce que tu pourrais spécifier du coup les TCA ? Alors attends, non, j'ai une première question. C'est pourquoi la spécialisation dans les TCA ? Est-ce que ça vient d'un parcours personnel de ton côté ? Oui, les TCA, c'est une thématique qui me touche particulièrement parce que j'ai fait beaucoup d'années de ballet classique pendant toute mon enfance et j'ai grandi entourée de femmes très, très influencées par les diktats de la vieille culture, etc. Et donc, les deux choses combinées font que ma spécialisation dans les TCA a un lien avec mon passif, mais en soi, pas tant que ça. Ma spécialisation, je l'ai choisie à ma première patiente, en fait. Ma toute première patiente, c'était une patiente avec un TCA. Et c'était à un moment où je sortais de mes stages, j'avais eu beaucoup de psychiatrie lourde pendant mes stages, et vous n'êtes pas sans savoir que la psychiatrie lourde, c'est vraiment très compliqué physiquement et émotionnellement quand on est psychologue. Et quand j'ai eu cette patiente au premier rendez-vous, j'ai dit « Ok, moi, c'est ça que je veux faire ». Et donc, voilà, ça, depuis, je ne me suis jamais rebasculée vers de la psychologie clinique générale. Je me suis toujours spécialisée, enfin, de plus en plus. Donc, voilà d'où ça vient. Et au-delà de ça, ça va dans la continuité de comment j'exerce aussi, parce que l'alimentation, si on sort du cadre du TCA, vraiment, l'alimentation en tant que telle, c'est un des piliers de l'être humain, avec le sommeil, le mouvement, l'anxiété, les relations sociales. Et donc, je vais traiter tous ces piliers, mais en passant par le biais de l'alimentation. Les personnes qui viennent me voir, en général, elles ont un trouble des conduites alimentaires, mais je vais traiter tous les piliers qui sont autour. Je suis formée aussi à traiter cela. Et pour travailler là-dessus, il faut travailler aussi sur le sommeil, l'aspect émotionnel, etc. On va en parler plus tard. Au final, Ouais, tout est agencé l'un dans l'autre. C'est quoi les TCA pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler ou qui découvrent le sujet ? Parce que c'est vrai que on peut avoir des difficultés, enfin, on peut avoir un mauvais rapport à l'alimentation sans forcément parler de TCA. Comment tu décrirais les TCA pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément le sujet ?
Ouais, ben un trouble des conduites alimentaires, donc un TCA, c'est quand la relation à la nourriture, elle devient problématique au point d'impacter la vie quotidienne de l'être humain, la santé physique parfois, je pense notamment à l'anorexie avec le sous-poids qui est souvent associé et où les organes, je pense que tu as déjà eu ça dans ta patientèle aussi, il y a les règles qui disparaissent, on souffre d'aménorrhée, les organes commencent à dysfonctionner, etc. Et ça impacte également la santé mentale. Donc, il y a souvent des comorbidités. Une comorbidité, c'est des troubles qui se rejoignent, notamment avec la dépression, le trouble du spectre autistique aussi parfois, ou alors des épisodes dépressifs mineurs. Donc, ça va bien au-delà, en fait, de juste faire attention à ce qu'on mange ou moi, j'aime bien manger. Vous savez, il y a un peu l'adage il y a les personnes qui vivent pour manger, il y a les personnes qui mangent pour vivre. Si vous êtes une personne qui vit pour manger, vous n'avez pas forcément un TCA. Hein. C'est vraiment des pensées obsessionnelles autour de la nourriture, des comportements qui respirent le contrôle, notamment des restrictions extrêmes, des crises alimentaires, de la compensation. On en parlera plus en détail ensuite aussi, je pense. Et en parallèle de ça, il y a aussi l'image corporelle qui est super problématique pour les patients qui souffrent d'un TCA. Le truc que tu disais, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de leur relation à l'alimentation sans pour autant rentrer dans des cases diagnostiques strictes de TCA qui sont bien connues, notamment l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, l'orthorexie, la bigorexie. On parle maintenant de plus en plus de relations troublées à l'alimentation parce que c'est tout autant légitime d'être traité qu'un trouble du comportement alimentaire. On part du principe, en psychologie en tout cas, que dès lors que l'alimentation fait défaut dans le quotidien, ça devient quelque chose à traiter. Ça va pas forcément être un traitement pluridisciplinaire où on a besoin d'un diététicien, où on a besoin d'un psychiatre, on a besoin du médecin généraliste comme dans un TCA, mais ça peut néanmoins être traité pour être aussi optimisé en fait dans le quotidien et éviter de se poser la question 5 fois par jour de si on a bien mangé ou pas. Comment savoir du coup si on en souffre? C'est quoi les premiers signaux d'alerte? Les premiers signaux d'alerte, je te dirais que c'est de penser à la nourriture tout le temps. Moi, mes patientes, pour la plupart, elles me décrivent ça un peu comme un espèce de brouillard mental qu'il y a en arrière-fond toute la journée dans leur cerveau. Il y a aussi la culpabilité, qui est une émotion qui revient énormément dans les troubles du comportement alimentaire, après avoir mangé certains types d'aliments. Par exemple, je vais manger une pizza surgelée le vendredi soir avec mon chéri parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de faire les courses et qu'on a eu une grosse semaine, eh bien, je vais y penser en anticipation et je vais y penser aussi après et culpabiliser pendant plusieurs jours, voire me restreindre sur de la nourriture les jours suivants à cause de la pizza mangée le vendredi soir. Il y a dans les signaux d'alerte le fait de manger ses émotions, entre gros guillemets, hein. Mais je pense que c'est devenu une expression que tout le monde comprend. Donc, de manière systématique, on parle de manger quand on stresse, manger quand on s'ennuie, manger quand on est triste, manger quand on est en colère et aussi manger quand on est content, parce que ça, c'est aussi un truc dont on parle très peu, mais ça fait partie aussi des TCA. Il y a aussi l'anxiété, ça j'en parlais juste avant, hein, l'anxiété énorme, que ce soit dans le quotidien ou même face à certains repas ou situations sociales qui impliquent de la nourriture. Par exemple, un brunch entre copines, des planches apéro, comment on se positionne par rapport à ça. Le buffet à volonté, ça c'est une catastrophe aussi pour la plupart de mes patientes quand elles arrivent. Au-delà de ça, au niveau plutôt image corporelle, il y a le fait de se trouver moche constamment et que l'envie de maigrir soit vraiment envahissante, au point où on n'arrive pas à penser à autre chose qu'à ça plusieurs fois par jour, tous les jours de la semaine. Et ça peut mener ces pensées obsessionnelles à des crises où les patients qui souffrent de TCA vont pouvoir avoir des crises où elles vont manger de manière compulsive sans pouvoir s'arrêter, qu'elles vont soit compenser ou pas, on en reparlera aussi plus tard, mais on peut compenser par du sport, on peut compenser par des vomissements, par des restrictions le lendemain, comme je le disais juste avant. Et enfin, je dirais que le dernier signal d'alerte, et pour moi, c'est un peu la porte d'entrée que mes patientes remarquent et qui font qu'elles viennent consulter, c'est le fait d'éviter d'acheter certains types d'aliments au magasin, le fait d'éviter de faire des courses et plutôt de se faire un drive pour éviter d'être tentée, par exemple, de refuser des restaurants, de refuser des repas entre amis. Et donc,
vraiment l'impact social qu'il y a du TCA. Donc, si toi qui écoutes ce podcast, tu te reconnais dans plusieurs de ces points et que ça impacte ton quotidien, ta vie sociale, ton bien-être, c'est probablement le signe qu'il y a quelque chose à creuser derrière ça. Comment avancer du coup pour les filles qui se retrouvent dans tout ce que tu viens de partager? C'est quoi tes premiers conseils? Est-ce qu'il y a un diagnostic à poser? Comment est posé le diagnostic? Tout ça, tout ce qui est lié à ça. Alors, le diagnostic, c'est très compliqué dans les troubles du comportement alimentaire parce qu'il y a très peu de professionnels qui y sont formés. Aujourd'hui, on est face à une réalité de grossophobie médicale intériorisée qui est énorme. Et donc, alors, je ne vais pas dire que je suis mal entourée parce que ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup de professionnels autour de moi sur lesquels je peux compter pour poser des diagnostics, mais ça va dépendre du pays dans lequel se trouve ma patiente, ça va dépendre de la région en France dans laquelle elle est également. Et parfois, ça peut vraiment devenir un parcours du combattant parce qu'en fait, le diagnostic, il est posé par le travail conjoint de professionnels de santé. Souvent, quand on pose un diagnostic, c'est qu'il y a une nécessité de poser un diagnostic, par exemple, pour le travail. Vous savez, en France, si vous n'avez pas un certificat médical qui atteste d'un diagnostic et donc d'un arrêt de travail pour une telle raison, vous pouvez être diminué dans votre salaire, par exemple. Donc, dans ces cas-là, on va plutôt se pencher vers le fait de poser un diagnostic. Et donc, dans ce cas-là, il y a un travail conjoint entre le psychologue, le psychiatre et le médecin traitant du patient, sur base des critères précis du DSM-5, qui est notre manuel de référence en santé mentale. On l'aime bien, celui-là, on aime bien s'y référer. Mais voilà, ça, c'est un peu la démarche de base quand c'est nécessaire. Personnellement, je traite énormément sans diagnostic parce que je ne m'arrête pas à ça. Il y a beaucoup de patientes qui arrivent en me disant « je ne sais pas si j'ai un TCA » ou « j'ose pas dire que j'en ai un parce que je ne suis pas dans les extrêmes, je ne suis pas ni maigre ni en obésité morbide ». Moi, je pars du principe que si tu souffres de ta relation à la nourriture, tu mérites de l'aide, que ce soit de moi, de quelqu'un d'autre, d'un diététicien, d'un psychiatre ou de ton médecin traitant. Il n'y a pas besoin de cocher toutes les cases pour avoir le droit de se faire accompagner. Surtout que, encore une fois, un diagnostic de TCA, c'est un peu obvious, tu vois. Je veux dire, quelqu'un qui vient et qui dit, ben voilà, je défonce mes placards tous les soirs quand je rentre du travail et il n'y a pas d'exception, c'est du lundi au vendredi sans discontinuer et le samedi et le dimanche, du coup, pour la peine, je ne mange pas. Il n'y a pas forcément besoin de passer par 3 professionnels pour comprendre ce qui se passe. Mais du coup, au niveau de la démarche, pour quand même confirmer ce qui se passe derrière et ne pas tomber dans des maladies qu'on n'aurait pas repérées comme une dépression ou autre chose, on fait un entretien clinique approfondi. Donc ça, c'est le premier entretien chez un psychologue où il va poser plein de questions sur justement les habitudes et tout ça. Il y a des tests aussi, des questionnaires spécifiques qu'on peut faire passer. Alors moi, il y en a 3 que je fais passer d'office, le AT26, le DI2 et le DASS21. Le AT26, c'est pour voir justement s'il y a des comportements restrictifs. Le DI2, c'est pour voir plus ou moins où la patiente se situe dans son trouble. Et les deux ASS21, c'est pour exclure le fait que ça soit un traumatisme, un stress, une dépression ou autre chose. Et évidemment, dans certains cas un peu plus extrêmes, ça peut arriver qu'un bilan médical soit nécessaire, où on va analyser du coup le poids, les constantes et faire des analyses sanguines aussi parfois si nécessaire, parce que ça peut être dû totalement à autre chose. Je pense notamment au SOPK, dont on parlera après. Mais oui, après, c'est pareil avec les déséquilibres hormonaux, dans le sens où il n'y a pas besoin de diagnostic posé pour accompagner la personne. À partir du moment où vous souffrez, faites-vous accompagner parce que c'est pas OK, quoi, et vous méritez d'aller mieux. Puis ça peut être fait en parallèle aussi. Ouais. Et du coup, ça peut être fait en parallèle. Le professionnel de santé vers qui se tourner, donc c'est un psychologue clinicien. Oui, psychologue clinicien ou psychiatre, si la personne en a un de famille. Parfois, ça arrive, surtout en France, vous avez beaucoup de professionnels de famille, j'ai remarqué, où ça circule dans la famille, ou bien, pour avoir une autre vision et un autre avis professionnel, on peut aussi se tourner vers un diététicien spécialisé dans les TCA, s'il vous plaît, parce que sinon, on peut avoir des traitements qui ne sont pas adaptés, en fait, au trouble des conduites alimentaires. C'est quoi les différents types de TCA à différencier? Donc, tu as déjà parlé de l'anorexie, de la boulimie. Ouais.
Mais d'abord, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, mais les troubles de conduite alimentaire, c'est une maladie mentale, hein. Donc c'est pour ça que je réfère bien au psychiatre ou au psychologue. Certes, il y a une composante physiologique énorme parce que ça se répercute dans la vie quotidienne et dans la manière de s'alimenter. Mais avant tout, il y a une composante psychique, psychologique. Donc c'est super important de bien connaître le psyché de l'être humain pour pouvoir le traiter. Parce que juste travailler sur comment réadapter les quantités alimentaires, par exemple, ça va pas être suffisant. Justement, en disant ça, je pense à l'anorexie. Donc, les principaux TCA, le premier, le TCA le plus connu, c'est l'anorexie mentale. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ 5 millions de personnes qui sont concernées en France. C'est énorme. Énorme. Et Ouais. c'est la deuxième maladie qui cause de la mortalité en France également, chez les adultes. Donc, C'est un chiffre impressionnant, je ne savais pas. Ouais. Ouais, c'est vraiment énorme, la dénutrition. C'est vraiment un gros sujet de santé publique et un sujet qui est politique également. Donc, l'anorexie mentale. Principalement les femmes, on est d'accord. Oui, ça touche principalement les femmes. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est une femme pour 6 hommes dans la prévalence. Quelque chose comme ça. Mais ouais. Non, pardon, 6 femmes pour un homme. J'étais en train de réfléchir et de me dire, tiens, les calculs sont pas bons. Donc, ouais, l'anorexie mentale, pour ceux qui savent pas ce que c'est de la restriction alimentaire extrême avec, en fait, derrière une peur hyper intense de prendre du poids. L'image corporelle va être complètement déformée, donc on peut avoir ce qu'on appelle de la dysmorphophobie en parallèle à de l'anorexie mentale, où la personne va continuer de se voir comme grosse alors qu'elle est en sous-poids. Alors, attention, l'anorexie, il ne faut pas nécessairement avoir un poids en dessous des normes de l'IMC pour poser un diagnostic d'anorexie mentale. Si la restriction alimentaire est telle que la personne perd déjà du poids, le diagnostic peut déjà être posé. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup associé l'anorexie à un corps très maigre. En réalité, l'anorexie, ça se manifeste très rarement comme ça. Souvent, dans ma pratique, je vois beaucoup de glissements de l'anorexie vers de la boulimie, avec une phase à nouveau d'hyperphagie, puis elle revient vers de l'anorexie. Donc, c'est vraiment des glissements d'une pathologie à une autre. Et pour pouvoir aider au mieux la patiente, il faut savoir repérer dans quelle phase est-ce qu'elle est. Mais donc voilà, l'anorexie mentale, c'est le trouble, on va dire, le plus prévalent en France en tout cas. Ensuite, il y a la boulimie. La boulimie, c'est des crises alimentaires, donc où la personne va ingérer des énormes quantités de nourriture en très peu de temps. On parle en milliers de calories, hein. Évidemment, si vous vous enfilez un paquet de gâteaux de temps en temps, ça arrive à tout le monde quand on est un petit peu triste. Là, on parle vraiment en milliers de calories avec une succession, une accumulation de plusieurs choses. Ça va être le paquet de gâteaux, puis on va s'arrêter, puis ça va être le pot de glace. Puis après le pot de glace, ça va être le paquet de chips. Enfin, c'est vraiment de la succession où la personne n'arrive pas à s'arrêter. Et dans la boulimie, il y a un comportement compensatoire. Donc, ça peut être des vomissements. Ça, c'est le plus connu. Et c'est souvent ce qui est associé, mais pas que. Il y a des personnes qui prennent des laxatifs aussi après ces crises alimentaires. Il y a des personnes qui vont faire du sport de manière excessive. Comme elles ont des crises, elles se disent je vais faire du sport, comme ça compense en fait ma crise. Et il y a des personnes qui vont jeûner. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Elles vont avoir des crises du lundi au vendredi en rentrant du travail. Et le samedi et le dimanche, elles ne vont pas manger du tout, de toute la journée. Ça, c'est toujours de la boulimie. L'hyperphagie boulimique, par contre, c'est pas son contraire, mais il y a une composante qu'il manque, c'est qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Donc, il y a juste, entre gros guillemets, parce que c'est quand même super inconfortable, des crises alimentaires, donc une ingestion d'énormes quantités de nourriture. La personne va manger de manière compulsive, mais elle ne va pas chercher à annuler ce qui se passe par après. C'est souvent accompagné d'une grande détresse émotionnelle, parce que c'est un trouble qui est encore hyper méconnu. Et personnellement, c'est ce que je rencontre le plus en consultation, parce que c'est très difficile pour les patients de poser la limite entre ce qui est normal, comme je vous ai dit, manger un petit paquet de cookies et pas savoir s'arrêter de temps en temps, c'est OK, de ce qui ne l'est pas. Et donc, parfois, auparavant, maintenant que je suis spécialisée TCA, les gens viennent majoritairement en se présentant avec un problème d'alimentation. Quand j'étais psychologue clinicienne générale,
je me rendais compte qu'il y avait de l'hyperphagie. Une personne venait me voir pour une dépression, par exemple, et je me rendais compte qu'il y avait de l'hyperphagie derrière. Puisqu'elle, elle me disait, ouais, mais bon, ça va, vu que je me fais pas vomir. Ou ça va, parce que mon poids, il est correct. Oui, ok, mais il y a quand même de l'hyperphagie derrière. Et après, le dernier, non, parce qu'il y a beaucoup de TCA non spécifiés, mais le dernier plus connu, on va dire, c'est l'orthorexie. C'est pas encore reconnu officiellement, mais c'est très présent. Et moi, j'en vois beaucoup aussi en consulte qui viennent de régimes, par exemple des régimes Céto ou les régimes Ducan ou le régime Weight Watchers. C'est une obsession pour la nourriture qui est saine. Donc, les règles alimentaires sont très rigides. Ça va être, OK, ça oui, ça non. Chocolat au lait, non. Chocolat noir, oui, par exemple. La personne fait ça complètement inconsciemment, ou alors elle en est très consciente, mais elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à manger un carré de chocolat au lait ou un gâteau au chocolat au lait. On ne parle même pas d'aliments sous la même forme. Et donc, la personne est super rigide sur ce qu'elle mange, quoi. Elle élimine des catégories d'aliments, elle passe des heures à planifier ses repas. Et cette maladie-là, elle peut virer vers de l'anxiété sociale. Parce que quand on va au restaurant et que il n'y a pas un seul plat qui nous convient, on peut commencer à développer de l'anxiété sociale et donc à avoir un isolement social aussi qui en découle. Et enfin, il y a toutes les situations où les personnes souffrent de leur relation à la nourriture sans rentrer pile poil dans l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie ou l'orthorexie. Et c'est ultra fréquent. Les TCA non spécifiés, c'est ce qu'on a majoritairement. Ce sont des personnes qui sont dans ce qu'on appelle de la quasi-guérison. Elles ont déjà fait quelques pas pour s'en sortir par elles-mêmes. Elles viennent pas nous voir, parce que moi, je suis en libéral, donc elles viennent pas me voir dans des périodes de crise extrêmes. Je veux dire, avec des poids extrêmes non plus. Souvent, ces personnes qui sont dans les extrêmes, elles sont hospitalisées parce qu'il y a des unités exprès pour cela. Ça peut arriver qu'on en est en libéral, mais c'est pas la majorité. Et donc, moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont un peu entre les deux. Et c'est rarement tout noir ou tout blanc, quoi. Et pour autant, c'est super intéressant aussi de bosser là-dessus et de voir quel était le trouble qui prédominait dans le passif. Comment on développe des TCA? Il y a beaucoup d'injonctions sur les réseaux. Moi, en effet, je accompagne pas mal de personnes qui voient des choses circuler sur les réseaux et commencent à éliminer les glucides et pensent qu'un repas sain, c'est 0 glucides. Beaucoup d'idées reçues finalement qui circulent sur les réseaux, mais il y a au-delà de ça. Donc, comment on arrive en fait à développer des TCA ou simplement, sans forcément parler de TCA, de mauvaise alimentation et relation à l'alimentation. Est-ce que tu creuses aussi dans l'enfance? Est-ce que tu creuses dans le passé? Est-ce qu'il y a des profils types? Bon, ça fait beaucoup de questions à la fois, mais comprendre vraiment où on en arrive ici, quoi. Comment on en arrive à ça? Ouais, c'est ça. Alors, le trouble des conduites alimentaires, c'est multifactoriel. Alors, il n'y a jamais une seule cause en mode elle a vu un truc sur les réseaux et du coup, il se passe ça et elle développe un TCA. Hein. Ça se passe jamais comme ça. C'est généralement un joyeux bordel et un joli cocktail de facteurs biologiques et génétiques. Il y a une grande composante hormonale. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup de patientes en commun. À une prédisposition génétique également, notamment à l'obésité. Et au fonctionnement du cerveau, tout simplement. Il y a des facteurs qui sont psychologiques. Donc là, je vais parler vraiment des gros red flags. Quand on voit arriver les patientes, on se dit OK, elle a ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là, très probablement un TCA derrière. Ça va être de l'anxiété, du perfectionnisme, un très grand besoin de contrôle et une faible estime de soi. Ces 4 facteurs-là, c'est le joyeux cocktail pour dire OK, là, c'est catastrophe. En effet, il y a quelque chose à traiter du côté de l'alimentation. Il y a des facteurs environnementaux, comme tu le disais, hein, la culture du régime, la grossophobie, les réseaux sociaux, les commentaires sur le poids et notamment les traumatismes, dont on ne parle pas suffisamment dans les TCA, mais il y a beaucoup de patients qui arrivent en ayant été victimes de violences sexistes et sexuelles et qui ont développé un rapport à leur corps très détaché et donc, par extension, des troubles des conduites alimentaires également. Et ça peut aussi être des facteurs déclencheurs comme un régime, un commentaire de quelqu'un, une rupture, un stress intense, un changement de vie, un changement d'habitude alimentaire. Ça, moi, j'en ai eu pas mal aussi dans mes expats qui changent de pays et donc qui n'arrivent plus à retrouver une alimentation qui leur convient. Donc voilà, ça, c'est au niveau du développement. Et pour l'enfance, ça dépend. Parfois oui, parfois non. C'est pas toujours lié, c'est très varié. Comme je le disais, il y en a certaines qui ont vécu des traumatismes très lourds dans l'enfance, d'autres pas du tout. Il y a certaines patientes qui me disent « Moi, je comprends pas, mes parents ont été super bienveillants et qui ont quand même développé un TCA à 25 ans après une traîne sur les réseaux sociaux, une relation malsaine et, comme je disais, un joyeux cocktail de facteurs
qui explose finalement. Et c'était quoi les questions d'après? Le non, mais passé? d'où l'importance aussi de travailler sur tous les plans. Du coup, pour résumer, les profils types qu'on retrouve très souvent, c'est l'anxieuse, la perfectionniste, le fait d'avoir honte de son corps, de Ouais, soi, exactement. Ouais. suite à des commentaires, suite à du vécu, celle qui veut tout faire bien, celle qui s'oublie aussi, donc on peut faire le lien avec l'estime de soi, et qui fait passer les autres avant elle. Ouais, Okay. tout à fait, ouais. Et on a aussi, le dernier, c'est la performeuse, hein. Celle Ouais. qui est toujours à 200% dans son truc et qui veut être sur tous les fronts, qui est super active. Et en fait, il y a une perte de contrôle alimentaire qui est telle que ça peut vite devenir énorme pour une personne qui a du contrôle sur tout. Et tu me demandais pour le passé aussi tout à l'heure, si je vais creuser dans le passé. Eh bien, ça dépend du profil, justement, des profils qu'on vient d'énoncer. Parce que les troubles des conduites alimentaires, ce sont des troubles qu'on dit d'axe 1 en psychologie. Ça a été supprimé dans le fameux DSM-5, mais on l'utilise encore beaucoup en langage clinique entre professionnels parce que c'est facile à comprendre autant pour nous que pour les patients que pour n'importe qui n'a jamais entendu parler de psychologie de sa vie. L'axe 1, en gros, c'est tout ce qui est visible. C'est tout ce qui fait souffrance à la personne au moment où elle vient consulter. Donc, ça peut être des troubles psychiatriques dits épisodiques ou symptomatiques avec un début qui est identifiable. On sait d'où ça vient, on sait comment ça a commencé. Gros schéma, un trouble d'axe 1 n'a pas nécessairement d'axe 2, mais un trouble d'axe 2 a toujours un trouble d'axe 1. Je vais m'expliquer parce que comme ça peut paraître hyper flou. En fait, l'axe 2, c'est plus des fonctionnements durables. L'axe 2, le plus connu que vous avez déjà certainement entendu, c'est la neuroatypie. Ça peut être des troubles de personnalité aussi, des modes de fonctionnement, des schémas qui sont bien ancrés. Et en fait, si je vois que le traitement de l'axe 1, donc du TCA, ne prend pas, ou que je vois qu'il y a autre chose derrière grâce à la finesse clinique, au fait d'avoir rencontré beaucoup de patients, etc., ça se développe. S'il y a quelque chose qui bloque, alors là, oui, je peux sortir ma pelle et je peux aller creuser dans le passé pour comprendre le mode de fonctionnement de ma patiente, pour pouvoir toujours traiter l'axe 1 et ensuite lui proposer de traiter son axe 2 parce que rester avec un mode de fonctionnement qui est dysfonctionnel par rapport, je dis dysfonctionnel, mais c'est par rapport à la société, hein, qu'on s'entende bien. C'est pas dysfonctionnel en tant que tel, ça peut vraiment poser problème sur du plus long terme. Donc voilà, pour le passé, n'ayez pas peur, on ne va pas toujours déterrer tout ce qui se passe dans votre passé. Ça peut être utile parfois, mais c'est pas forcément utile parce que le TCA, si c'est entre gros guillemets encore une fois, juste un TCA d'axe 1, il y a une grosse composante physiologique comme le manque de sommeil, ça peut avoir un impact, ça peut venir dérégler la leptine, la gréline. Donc voilà, ça fait partie de mon métier et de mon devoir d'informer mon patient sur l'axe 2, qui se trouve en dessous du TCA, mais parfois, c'est complémentaire de travailler les deux en même temps. Donc, et c'est ce qui arrive très souvent. D'ailleurs, j'ai beaucoup de comorbidités, troubles du spectre autistique, troubles du comportement alimentaire, par exemple. Ça, c'est ce que je rencontre le plus. Est-ce que tu penses que les nouvelles générations en souffrent moins? Je trouve, mais c'est sûrement un ressenti personnel et tu me diras ce que tu en penses, qu'on a énormément grandi. Je dis on, la génération qui a grandi entre les années 90 et 2005, 2010, allez. On a, je trouve, énormément grandi avec les mannequins qui étaient très maigres, les régimes à gogo, etc. Et finalement, on a grandi avec cette idée de la femme mince. Est-ce que tu sens que avec le fait d'en parler de plus en plus et le fait de plus en plus de marques aussi qui ont des zut, j'ai le mot en néerlandais dans la tête, qui font pas que du 30, 36, 38, 40, quoi, qui ont augmenté leur la taille. Leur panel de taille, ouais. Panel de taille, même les typologies de femmes, les marques montrent beaucoup plus de corps de femmes différents. Mais du coup, est-ce que tu sens que les nouvelles générations, elles en souffrent moins aujourd'hui? Mais déjà, est-ce que tu sais dans quelle ère d'image corporelle nous sommes en ce moment? Ah oui, non, mais c'est terrible aussi. L'ère corporelle dans laquelle on est actuellement, elle s'appelle l'ère Kim Kardashian. Donc, c'est-à-dire une taille très fine, être forte au niveau de la poitrine et forte au niveau des hanches,
des jambes plus ou moins fines et une taille très fine. Donc c'est vraiment ça. Enfin, je veux dire, il y a des articles scientifiques là-dessus, si vous êtes intéressé d'aller checker. C'est super intéressant. Mais donc, pour répondre à ta question et pour bosser là-dedans, en fait, absolument pas. En fait, la génération de verre, donc ce sont les enfants qui sont nés après 2010, ce sont ceux qui en souffrent le plus actuellement à cause des réseaux sociaux et des mouvements, notamment le mouvement pro-ANA, donc pro-anorexique, qu'il y a sur TikTok. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Au niveau des études, on observe une augmentation massive des TCA chez les jeunes, particulièrement chez les ados et les jeunes adultes également, comme tu disais, notre génération plutôt à nous, mais également chez les jeunes. Et surtout, ce qui est plus significatif, c'est les hospitalisations. Les hospitalisations pour les troubles des conduites alimentaires, elles ont explosé ces dernières années. Mais ce n'est pas juste que les jeunes sont plus fragiles, c'est que le contexte dans lequel ils grandissent est beaucoup plus délétère pour leur relation au corps et à la nourriture. Pourquoi ? L'exposition, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Nous, on a grandi avec les mannequins, la Laurie, la Jennifer dans la Star Academy où on la pesait avant qu'elle passe sur scène. C'était quand même assez trash. Mais avant, tu éteignais la télé. Avant, tu fermais ton magazine et tu avais la paix. Aujourd'hui, les adolescents, ils se réveillent, ils regardent TikTok et bam, il y a 50, je parle surtout des jeunes filles, 50 corps parfaits, des meufs qui font du pilates, qui boivent du matcha tous les matins et qui font leur routine wellness directement avant même d'avoir bu leur chocolat chaud pour partir à l'école le matin. C'est une comparaison sociale qui a lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, c'est en ça que je disais aussi tout à l'heure que l'âge de début, il est plus précoce. On voit des jeunes filles de 10, 12 ans qui développent des TCA. Elles ont à peine quitté l'enfance que dès qu'il y a l'adolescence et la puberté, elles sont déjà dans le comptage de calories, la haine de leur corps. Et surtout, ce qui maintient ça, et je dirais qui est très problématique aujourd'hui, je ne sais pas vraiment si c'est plus ou moins ou égal par rapport à notre génération, mais en tout cas, le fait est que sur TikTok, il y a je parle de TikTok majoritairement parce que cette génération-là, c'est leur application. Il y a une normalisation des comportements problématiques. Il y a beaucoup de tips pour perdre du poids. Il y a des challenges qui sont super dangereux. Je suppose que tu as déjà entendu parler du 75 Hard Challenge. Qui n'a pas vu passer ça? Ou le Winter Hard Challenge. Enfin, il y en a 1 milliard, des comme ça. On voit aussi beaucoup que le jeûne intermittent, il est présenté comme un lifestyle et non pas comme une restriction alimentaire. On voit qu'il y a une culture du gym qui est obsessionnel. Voilà, c'est présenté comme étant normal, comme étant sain, comme étant quelque chose à laquelle on doit aspirer pour être une meilleure personne, alors qu'en fait, souvent, c'est juste un terrain propice au TCA, quoi. Mais par contre, je te rejoins, et c'est super important, dans le fait que les nouvelles générations, elles parlent beaucoup plus ouvertement de santé mentale, elles consultent beaucoup plus facilement et plus tôt. C'est pour ça que je parlais des hospitalisations et des chiffres qui ont aussi explosé, qu'il y a de moins en moins de stigmatisation autour des TCA. Il y a plus de ressources, il y a plus d'infos disponibles parce que c'est un trouble qu'on connaît mieux aussi. Et surtout, il y a des mouvements qui commencent à émerger comme le Body Neutrality. Il y a le Body Project aussi qui est mené par Zoé Débuy qui commence à émerger. Et franchement, c'est cool parce que ça aide nos jeunes quoi, et les générations futures. Donc, je pense que le positif, c'est que l'information, elle est partagée. L'information positive, du coup, elle est partagée plus facilement et ouvertement et on a plus facilement accès, comme tu le dis. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en effet, il y a aussi, à l'inverse, les mauvaises informations qui circulent, elles aussi, beaucoup plus facilement. Et il suffit de pas grand-chose, finalement, pour justement se mettre à faire ces régimes hyper restrictifs et tomber là-dedans, quoi. Mais là où je te rejoins, c'est que je pense par contre que les nouvelles générations souffriront de moins en moins de problématiques de représentation. Tu vois, c'est ça que tu expliquais avec les tailles plus, etc. Dans ce cas-là, oui, mais de TCA, je suis pas sûre. Parce que c'est deux sujets différents de savoir trouver quelqu'un qui nous ressemble et pouvoir s'habiller comme on le veut dans les enseignes qu'on le souhaite, VS, ne pas développer un TCA. Genre, c'est deux sujets qui sont écartés les uns des autres. Mais par contre, oui, en effet, par souci de représentation, ça, je suis d'accord, on va vers du mieux, quoi. C'est vraiment chouette ce qui est en train de se passer. On va passer aux outils et aux conseils pour justement
améliorer son rapport au corps, mais aussi à l'alimentation, savoir mieux accueillir les émotions. Donc, comme tu l'as partagé, améliorer son rapport à l'alimentation, ça repose sur plusieurs piliers différents et c'est important d'accompagner tous ces piliers. On va commencer par le rapport à l'alimentation. C'est quoi tes premiers conseils pour faire justement un premier pas pour faire la paix avec son alimentation? Eh bien, comme tu le dis, hein, ça va probablement surprendre les gens qui nous écoutent parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous mangez. La première chose à faire, c'est le sommeil. Le manque de sommeil, il détraque tout. Comme je l'ai dit, il détraque les hormones de faim, il détraque la gestion du stress, la capacité à réguler les émotions, etc. Donc, le premier truc qu'il faut regarder, c'est le sommeil. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a l'hydratation aussi qui est super importante. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je pense qu'on rabâche les bienfaits de l'hydratation en large et en travers. Et un gros conseil aussi que je vous dirais, c'est d'arrêter les régimes. Tous sans exception. Je suis hyper anti-régime, c'est un non négociable. Ça crée de la restriction, ça crée de la frustration ça crée des crises. Et donc, on tourne en rond, en fait, dans une espèce de spirale infernale. Donc, tant que vous serez dans une mentalité de régime, même si c'est soi-disant un rééquilibrage alimentaire ou un lifestyle qui est plus healthy, vous ne pourrez pas faire la paix avec votre alimentation en restant dans ce type de pensée en tout bien ou tout mal, ou même des catégories d'aliments où c'est OK et d'autres où c'est pas OK. Ça ne fonctionnera pas. Et si j'ai un dernier conseil, ce serait de travailler sur votre gestion du stress, hein, parce que l'alimentation émotionnelle, c'est jamais le problème. Le problème, c'est comment vous allez traiter l'émotion qui arrive. Si vous mangez à chaque fois que vous êtes stressé, c'est pas parce que vous êtes faible ou que vous n'avez pas de volonté, hein, c'est juste parce que votre cerveau, il a appris que nourriture égale réconfort. C'est normal, c'est physiologique, pas de souci avec ça. Il faut accepter que ça va être imparfait au début, ça va pas toujours fonctionner, mais c'est vraiment un travail conjoint de tout plein de sphères et c'est pas juste se dire « Ok, maman, je mange tout ce que je veux » parce que ça ne fonctionne pas non plus. Et ouais, et comme tu dis, le sommeil. Mais ouais. Moi aussi, ça fait partie maintenant des bases sur lesquelles on travaille. Alimentation, sommeil, on commence toujours avec ça. Et ouais, à partir du moment où on n'a pas un sommeil qualitatif, on ne peut pas avoir cet effet domino, d'avoir moins de stress. Un sommeil qualitatif, c'est aussi un système nerveux qui est mieux régulé. C'est aussi un corps qui fait mieux face au stress et aussi les hormones de la faim, de la satiété qui sont mieux régulées. Donc, ouais, trop bien que tu en parles. C'est la base. Et c'est vrai que ça surprend. Ouais. Moi, j'ai une patiente à qui j'ai juste réglé le sommeil, puis après, tout s'est autorégulé là. J'en ai eu qu'une, mais quand même, tu te dis, ah ouais, en fait, elle mangeait parce qu'elle était fatiguée à 17h, parce qu'elle dormait pas de la nuit, et puis, oui, clairement, c'est clair que quand tu règles le sommeil, après, tu mords plus par fatigue. Donc, il n'y a plus de crise. Et donc, ça vient régler vraiment beaucoup de choses. Mais oui, c'est vrai que c'est pas intuitif. Mais c'est super important. J'avais juste une autre question avant de passer aux autres points. Donc là, on reste sur l'alimentation, le rapport à l'alimentation. Et tu ne penses pas de l'alimentation intuitive? Moi, je ne suis pas pour, mais j'aimerais bien avoir ton retour aussi sur le sujet. Eh bien, on est bien d'accord, surtout quand ça dépend par qui c'est fait. J'ai eu beaucoup de patientes qui sont sorties de coaching en alimentation intuitive où on leur disait « Écoutez votre corps et mangez tout ce que vous voulez » ou alors « Balancez votre corps en avant si c'est un bon aliment ». Alors donc, oui et non. C'est OK pour les personnes qui ne souffrent pas d'un trouble des conduites alimentaires, qui sont plutôt dans une relation, on va dire, troublée à l'alimentation. Le problème de l'alimentation intuitive, c'est que pour moi, ça reste des injonctions. Genre, mange uniquement quand t'as faim, c'est très simple. Tu vois, il y a rien d'autre à faire, en fait. Tu manges quand t'as faim, tu manges pas quand t'as pas faim. L'alimentation intuitive, ça prend pas forcément en compte la notion de rassasiement, de satiété. Et ces mécanismes-là, ils peuvent être dérégulés en cas de trouble de comportement alimentaire. Donc, c'est clair que si vous avez un trouble du comportement alimentaire, ça va pas fonctionner du tout. Parce que votre rassasiement et votre satiété, ils se sont calés sur votre maladie. Par contre, moi, je travaille avec une coach en alimentation intuitive vers qui j'envoie quelques patientes qui veulent affiner et optimiser, je dis bien affiner et optimiser, leur manière de s'alimenter. Mais si et seulement si le TCA est traité en premier lieu, ou la relation trouble à l'alimentation, ou peu importe ce qu'il y a derrière. Il faut voir vraiment ça comme une optimisation de la manière de s'alimenter. C'est vraiment une approche, je pense, qui a des bénéfices en termes santé,
tu vois, le fait de s'écouter, etc. Et en termes wellness, bien-être. Mais par contre, c'est pas du tout ce que je recommanderais en première intention, quoi. Ça, c'est clair que non, pas du tout. Et par rapport à l'assiette, est-ce que tu travailles, tu sais, je pense aux personnes qui justement souffrent de boulimie, d'hyperphagie. Oui. Est-ce que c'est un outil que tu utilises, le fait de garder son alimentation dans une assiette? Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, de manger une assiette et pas plus. Et de restreindre en fait les quantités. Ouais, non, pas du tout. Absolument pas. Moi, je dis toujours, je suis pas diète. Donc, moi, je suis pas formée du tout au macro. Et bon, évidemment, j'ai des connaissances. Enfin, je veux dire, c'est logique. C'est un peu mon métier. Mais c'est pas mon job. Clairement, si tu as envie de manger 3 assiettes quand tu es à table et que ça peut te permettre d'éviter de faire une crise, vas-y, mange-les. Hein. Mange tes 3 assiettes, il n'y a aucun souci. Genre, moi, vraiment, mon job. Je pensais plutôt au paquet de chips. Admettons que la personne ait envie de terminer un paquet de chips. Est-ce que tu vas lui conseiller de plutôt se tourner vers, OK, paquet de chips, why not? Mais essaye, par exemple, de garder une quantité que tu peux quantifier par un récipient. Donc, par exemple, des chips, OK, mais garde peut-être un bol. Comme ça, tu as une idée de ce que tu as mangé. Tu t'es fait plaisir, mais tu as la quantité en tête. Alors, non plus. Moi, je fonctionne beaucoup par la conscience. Ouais. Donc, ça veut dire le paquet de chips, prends-le dans tes mains, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand tu sens que, parce qu'il y a un senti de « Oula, là, je vais bouffer tout le paquet, ça va partir en cacahuète ». Au moment où tu sens ça, demande-toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a foiré dans ma journée? Si oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai souffert de stress? Est-ce que j'ai besoin de ça parce que je me sens seule et que j'ai personne à qui appeler? Est-ce que j'ai déjà mis des stratégies en place d'ailleurs pour répondre à mon besoin? Et si ton besoin, c'est de manger ton paquet de chips devant ta télé parce que tu es triste, parce que ton chéri est en voyage d'affaires et qu'il n'y a aucune de tes copines qui te répond, mais vas-y, mange-le, ma belle. C'est pas grave. Hein. C'est pas pour une fois. Vraiment, c'est rien. Mais au moins, identifie et fais-le en conscience. Le problème des troubles des conduites alimentaires, c'est que souvent, il y a des mécanismes complètement involontaires et qui deviennent des habitudes. Donc moi, j'essaie d'agir aussi sur l'habitude en disant, plutôt, tu vois, le bol, le problème, c'est que je pense à mes boulimiques, elles pourraient tomber dans de l'anorexie, tu vois, ouais, okay. Et se dire, ah oui, ok, ou dans de l'orthorexie. Un bol, mais pas plus. Ouais. Tu vois, il y a tellement un terrain contrôlant dans le TCA qu'on évite de quantifier, on évite de donner des conseils aussi alternatifs. J'ai déjà entendu des patientes qui me disent, qui sortaient d'hôpitaux pas du tout spécialisés, où on leur avait dit quand tu sens que l'envie monte, va prendre une douche. Ouais, mais en fait, si tu as envie de bouffer un paquet de chips, ma belle, tu peux aller prendre une douche ou faire n'importe quoi d'autre. Crois-moi, ton paquet de chips, tu vas quand même te le bouffer, tu vois. Enfin, il y a un moment, il faut rester réaliste. C'est juste essayer de le faire en conscience. Et surtout, manger suffisamment. Parce que quand tu manges un paquet de chips entier un soir après le travail, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'alimentation qui a foiré avant dans la journée. Ouais. Est-ce que tu as mangé le matin? Est-ce que tu as pris ta collation? Est-ce que tu as mangé le midi? Tu as pris ton goûter? Ou est-ce que en fait, ton paquet de chips, c'est ton goûter et que tu n'as rien sous la main pour ton goûter? Et c'est correct aussi, là. C'est pas grave, ça arrive de temps en temps. C'est pas grave. Ouais, mais c'est intéressant. Est-ce que se pencher sur le sujet de qu'est-ce qui s'est passé avant et se demander si l'assiette était composée avec suffisamment, encore une fois, protéines, lipides. Très souvent, quand il y a des envies sucrées derrière, c'est qu'il n'y en avait tout simplement pas assez dans l'assiette. Et le travail émotionnel qui est important aussi, justement, je te propose de passer à la question suivante. Parce que tu parles pas mal de journaling sur les réseaux et j'imagine du coup en accompagnement aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place enfin. J'ai mis une éternité à mettre en place. la phobie de la page blanche. Je sais pas pourquoi ça m'a bloqué pendant des mois. Et là, ça fait bien 6 mois, peut-être plus, que j'ai enfin passé le cap et maintenant, je peux plus m'en passer. Donc, je confirme, c'est un super exercice. Et je suis curieuse de savoir, toi, de ton côté, comment tu conseilles justement ce travail d'écriture et de journaling pour une personne qui, comme moi, je pense à la moi d'il y a 1 an, qui avait la phobie de la page blanche. Mais oui, moi, c'est vrai que mes patientes pourront être là pour le lire. Je suis une fervente défenseuse de l'écriture, qu'elle soit thérapeutique, libre ou alors par de l'art-thérapie. Je suis chiante avec ça, vraiment. Je suis en mode écrivez, achetez des jolis journaux, vous allez voir, c'est trop bien. Et au niveau des exercices d'écriture, comme tu me demandais, il y en a un que je
je dis prescrit, c'est marrant parce que c'est vraiment ça, quasi systématiquement à mes patients, c'est l'exercice d'observation. Tu vois, c'est ce que je te disais juste avant. Donc, il est à faire en fin de journée pour évaluer les différents piliers qui ont pu impacter l'alimentation dans la journée et donc les comportements qui en ont découlé. Je conseille toujours d'acheter un joli carnet quand on commence la thérapie parce que ça donne bien envie de s'y mettre et des petits stickers et des petits feutres. Si on a le budget aussi, ça fait plaisir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en parallèle, je donne souvent aussi de la bibliothérapie parce que je suis une bibliothèque de ressources longues comme mon bras. J'aime trop les romans, j'aime trop les BD, j'aime trop les films, j'aime trop les documentaires. Et parfois, ça m'arrive aussi de recommander certains docu ou BD ou autres à mes patientes et de leur dire, OK, écris-moi en quoi tu t'es reconnu là-dedans et qu'est-ce que ça vient toucher chez toi. Et donc, j'utilise en fait la bibliothérapie aussi pour faire du journaling par rapport à ça. Et honnêtement, moi-même, alors je ne sais pas s'il y aura des lectrices qui nous écoutent, mais quand on lit un roman, il y a toujours une part du personnage qu'on peut retrouver en soi. C'est fait exprès. Je veux dire, les auteurs, ils ne sont pas complètement à côté de leur pompe, ils savent très bien ce qu'ils font. Et qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Et moi-même, je le fais dans mon quotidien quand je lis un livre, de me dire, tiens, cet auteur-là, par exemple, elle me fait penser à moi parce que elle est super sensible au récit que son frère lui raconte à tel moment, machin. Et donc, ça, c'est quand même un truc que j'aime bien. Et je parlais d'art-thérapie. Il y a un exercice que j'adore, qui est l'exercice du triptyque de soi. C'est un exercice qu'on m'a donné au Canada, d'ailleurs, qui est hyper répandu au Canada. Enfin, c'est vraiment... même à l'école, quoi, on le fait. C'est assez puissant et c'est surtout hyper révélateur de l'impact du trouble sur l'identité propre de la patiente à un moment donné. Donc, vraiment au moment où elle le fait. C'est un exercice qu'il faut faire plusieurs fois pendant la thérapie. Et si vous souhaitez l'avoir, vous pouvez m'envoyer un petit DM sur Insta, je vous enverrai, c'est un PDF en fait. Donc je l'enverrai par message et c'est avec grand plaisir. Après, on peut s'en parler et tout ça. Et même toi, Eugénie, si tu veux le faire, c'est vraiment chouette. Tu veux même l'avoir, tu sais, pour tes patientes, parce que c'est un exercice qui est vraiment très sympa à faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est très sympa. Trop chouette. Je t'enverrai un petit message juste après. Mais qu'est-ce que je voulais? Mais du coup, le journaling puissant. Voilà, je pense que c'est le mot qui résume, qui est gratuit finalement. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on prend jeu à l'exercice, il y a toujours beaucoup de choses à déposer et ça permet de mieux comprendre ses émotions. Dernière petite chose que j'avais envie de creuser, c'est le rapport au corps, parce que finalement, on en revient toujours à la même chose, que ça soit le trouble du comportement alimentaire, que ça soit les déséquilibres hormonaux, le SOPK que tu as mentionné en début de l'épisode, et même autres déséquilibres hormonaux. Il y a toujours une grosse problématique centrale en lien avec le rapport au corps et l'estime de soi. Quels seraient tes premiers conseils? J'ai envie de faire le lien avec les problématiques de prise de poids, perte de poids et comment on se regarde dans le miroir. Moi, j'ai des personnes qui ont beaucoup de mal, en fait, à se détacher de la balance. Et quels seraient tes premiers conseils pour justement se voir avec plus de bienveillance et se détacher de la balance, refaire la paix avec son corps? Mais justement, c'est marrant que tu me poses cette question parce que avec mes patientes, je dis souvent que d'abord, il faut espacer les pesées. Puis quand le travail psycho, il est fait, je les invite à remonter sur la balance et elles me disent « Ah non, je ne veux pas remonter dessus. » Elles me disent « Ça va, j'ai bien compris que ça ne sert à rien, je n'ai pas envie d'aller dessus. » Donc, des conseils à proprement parler, je n'en ai pas de, comme je dirais, travailler sur le stress, le sommeil, etc. La perception de soi et le rapport au corps, c'est vraiment un travail de longue haleine, si ce n'est un travail de toute une vie. Donc, il n'y a pas vraiment de conseils à proprement parler. Ce serait trop facile de dire jetez vos balances et les couilles et c'est bon, tout le monde est content et tu vois, ce serait trop bien. Tous à la Kevin De Bruyne, tu vois. Mais non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il y a vraiment tout un travail de déconstruction à faire avec votre thérapeute sur du très long terme, sur toute votre thérapie. Et c'est aussi votre thérapeute qui s'est lui-même déconstruit dans la grossophobie intériorisée qu'il peut avoir, qui va vous aider à repérer vos propres pensées grossophobes que vous pouvez avoir envers vous-même et envers les autres, parce que souvent ça arrive aussi. Et donc, c'est tout ce travail de déconstruction au niveau de ces pensées-là qui va vous aider à vous détacher de la balance. Il y a un exercice aussi que je fais tout le temps en fin de thérapie, c'est que je demande à mes patientes de deviner mon poids. Alors, il y a des psys qui vont entendre ça, ils vont sauter au plafond en mode « Mon Dieu, elle est complètement folle, celle-là ».
Mais sauf que du coup, moi, j'ai un poids qui est quand même assez haut parce que je fais du ballet, donc j'ai pas mal de muscles. Et pour autant, je fais une taille de pantalon, on va dire, qui m'habille les Zara, quoi. Enfin, tout est OK. J'ai pas de difficulté à m'habiller. J'ai pas non plus un physique qui porte à se dire, ah ben tiens, elle souffre d'un tel trouble ou d'un autre trouble. Enfin, je veux dire, je suis standard, quoi. Et quand je donne mon poids à mes patientes, elles ouvrent grand les yeux parce qu'elles se disent, mais comment c'est possible? Enfin, non, ce n'est pas possible, tu es en train de nous mentir. Pour autant, non, je ne mens pas. Simplement, ça ne veut vraiment strictement rien dire. D'autant que tu es bien placé pour le savoir, quand on a nos règles, on pèse un petit peu plus lourd parce qu'on fait de la rétention d'eau et parce qu'il y a plein d'autres choses au niveau hormonal qui se jouent. Donc, voilà, c'est vraiment tout un travail de déconstruction et de parole, je trouve, de discussion à avoir avec son thérapeute qui va vous aider à faire la paix avec votre balance. C'est ça. C'est cool que tu le dises parce que le BMI, alors en français, il me semble que c'est IMC. Mass Index, et en français, j'ai oublié. Dis-moi. IMC. Yes, merci. L'IMC veut rien dire parce qu'on peut peser un petit peu plus parce que justement, on a pris du muscle. Et ça, c'est quand même vachement cool. Donc, ça, c'est important d'avoir un œil critique sur ce fameux chiffre. Et oui, les règles et le cycle aussi, on va peser un petit peu plus en fin de cycle qu'en début de cycle. Donc là, pareil, comment vous comparez ces deux chiffres? Est-ce que c'est, comme tu l'as dit, donc, se référer aussi à comment on se sent à l'intérieur? C'est-à-dire que le poids aussi va refléter tous les critères et les symptômes qui s'améliorent de toute façon. C'est-à-dire que avant de faire un focus sur le poids, si on est en objectif de perte de poids, c'est tous les symptômes qui vont s'améliorer et tout qui va s'aligner l'un après l'autre en premier lieu. Donc, meilleure énergie, meilleure digestion, le sommeil qui réapparaît, l'ovulation qui réapparaît. Ouais, exactement, le sommeil, le fait de remonter des carences, etc. Le travail sur le rapport au corps et le travail mental et émotionnel. Ouais. C'est à partir du moment où on aligne tout ça qu'on peut s'en détacher par la suite et qu'on peut s'en détacher, en effet. Ouais. Puis je dis toujours à mes patients, est-ce que vous avez un problème de poids ou vous avez un problème avec votre poids? Parce qu'il y a des problèmes de poids. Un problème de poids, c'est un problème où le poids a un impact sur la santé. Si vous n'avez pas de problème de santé, vous avez très probablement un problème avec votre poids, mais non pas un problème avec votre image et l'estime de soi. Ouais. Et donc, ça les met vraiment, je dis ça dès la première consultation, et ça met vraiment en perspective aussi. Ah putain, oui, c'est vrai qu'en fait, mon poids, il ne me pose pas de problème à ma santé. J'ai pas de cholestérol, je suis pas diabétique, j'ai pas de difficulté au niveau de mon essoufflement, j'ai pas de difficulté non plus à m'habiller. Enfin voilà, et ça remet vraiment les choses en perspective, de se dire oui, parfois non, parfois on a juste un problème avec notre propre poids et donc comme tu dis notre propre image corporelle et pas forcément un problème de santé qui en découle derrière, quoi. Donc super important à retenir. On arrive vers la fin de l'épisode, donc je pense qu'en gros résumé, faites-vous accompagner sur tous les plans, parce que le plan émotionnel est hyper important, mais il va aussi falloir travailler sur le sommeil, donc tu travailles sur le cycle aussi de ton côté, sur l'alimentation, l'activité physique, etc. Et finalement, on en revient pour chaque problématique. Là, il y a un épisode, il sera déjà sorti quand vous écouterez celui-là, mais sur les troubles digestifs, on en revient toujours à la même chose. C'est un accompagnement multifactoriel qui prend en compte toutes les pièces du puzzle, qui va vous aider le plus et qui va vous permettre une vraie transformation. Donc ça, c'est hyper important à garder en tête. Ouais. Une dernière question que j'avais envie de te poser. Ah non, je n'ai plus qu'une, mais c'est la fin de l'épisode presque. Si tu devais donner un conseil à toi de quand tu avais 20 ans, ce serait quoi? La moi de 20 ans, c'est il n'y a pas si longtemps. Hein. J'ai 25 ans aujourd'hui. Allez, 15 ans. Ah ouais, ok. Ouais, non, j'ai 25 ans là. Je les ai eus en décembre. Okay. Oui, je suis une petite 2000. Eh bien, écoute, on va prendre la question. Qu'est-ce que tu dirais à toi de quand tu avais 15 ans? Allez, faire un bon Allez, on va dire 15 ans. Yes. Mais quand j'avais 15 ans, je me dirais de me lâcher un peu la grappe, relâcher un peu les rênes parce qu'en fait, j'étais hyper paumée parce que je bossais comme une dingue, que ce soit en job étudiant ou à l'école. En fait, j'ai toujours été hyper perfectionniste et je pense que ça m'a
ça a des bénéfices parce que ça fait qu'aujourd'hui, je sais que je suis une des meilleures dans ce que je fais et j'ai eu plein d'opportunités grâce à mon boulot et j'en suis hyper reconnaissante. Mais ça valait peut-être pas la peine de se donner autant de mal à l'époque. Donc voilà, la professionnelle que je suis aujourd'hui, ce qui m'a forgée, c'est majoritairement les rencontres que j'ai faites en route et non pas le fait de me tuer à la tâche déjà quand j'avais 15 piges et que je cumuler 3 jobs étudiants, quoi. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, c'est ça le conseil que je me donnerais. Et je me donnerais surtout aussi, bien sûr, comme conseil de ne pas du tout écouter ma prof de ballet qui ne veut pas me mettre en première ligne du spectacle parce que je suis trop grosse. Et de l'envoyer se faire foutre. Et c'est marrant parce que moi aussi, j'ai fait du ballet pendant 8 ans. Et j'étais pas la plus mince, quoi. Et je me reconnais tellement dans ce que tu partages. Ouais. Le monde du sport est horrible. Hein. Enfin, le ballet particulièrement, quand même. Y a connoté physique parfait. Ouais, c'est ça. Et écoute, pour une femme aujourd'hui qui est complètement perdue, qui se reconnaît dans tout ce que tu as partagé dans l'épisode, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme première étape à entreprendre? Je dirais de se renseigner auprès de personnes qui sont compétentes, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les blogs, il y en a plein, dans des bouquins, il y en a plein. Vous pouvez aller demander conseil à votre libraire, expliquer que vous avez des TCA, il y a plein de bouquins sur le sujet. J'ai aussi un livret de ressources que je peux te partager à toi, Eugénie, comme ça tu peux le mettre aussi peut-être dans la description de l'épisode. Je pense que c'est faisable avec un PDF ou peut-être avec un lien. Comme ça, vous aurez accès. Parce qu'on n'y pense pas, assez. Il y a beaucoup de ressources disponibles pour entreprendre un premier bout de chemin tout seul. Et ensuite, pouvoir se décider du type d'accompagnement qui serait adéquat. Parce que si aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans les TCA, ok, très bien. Mais si vous avez une problématique hormonale et que vous avez un projet bébé, par exemple, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Hein. C'est Eugénie qu'il faut aller voir, par exemple. Si vous avez un très gros trouble du sommeil avec plusieurs insomnies par semaine et que en parallèle de ça, du coup, vous avez des troubles du comportement alimentaire, c'est plutôt Clémence qu'il faut aller voir dans ce cas-là. C'est pas nous deux. Donc, il faut vraiment bien se renseigner pour voir quel type d'accompagnement va vous convenir. Dans tous les cas, si l'alimentation, c'est une source de souffrance dans votre quotidien, parlez-en à une personne de confiance qui va pouvoir vous aider dans les potentielles démarches thérapeutiques que vous allez entreprendre. Moi, j'ai énormément de chéris qui sont impliqués dans les suivis de mes patientes. Et ce sont souvent ces mêmes patientes. Ouais, c'est trop bien. Et ces mêmes patientes, elles parviennent à mettre les exos en place parce qu'elles sont soutenues. C'est super important. Et après, si vraiment l'alimentation, comme je l'ai dit, c'est une source de souffrance, vous pourrez toujours le traiter. Si ce n'est pas votre priorité pour l'instant, c'est pas grave. Vous pourrez toujours le traiter. Faut pas traîner, ça c'est clair. Je dis pas qu'il faut se mettre dans des extrêmes non plus, mais vous avez le temps et vous avez le choix surtout du professionnel qui va vous accompagner parce que on le sait aujourd'hui, le lien que vous avez avec un professionnel, c'est la chose la plus importante dans votre thérapie. Donc, il faut vraiment choisir quelqu'un avec qui le courant va passer, dans lequel, voire peut-être vous reconnaissez dans certains sujets ou avec qui vous partagez des valeurs. C'est super, super important, quoi. Donc, voilà. Je pensais aux appels découvertes, c'est à ça qu'ils servent aussi. Hein. Quand on sent une personne qui est professionnelle et bienveillante, si elle sent qu'elle ne peut pas accompagner la personne, elle va vous transmettre, vous renvoyer vers une thérapeute qui sera mieux adaptée à vous accompagner. Exactement. Et puis, moi, je vais même te dire, en appel découverte, j'ai déjà eu quelqu'un qui n'est pas venu me voir parce qu'il ne supportait pas ma voix. Et c'est correct. Il a dit, intéressant, ok. Cette voix, elle est beaucoup trop aiguë. Vous avez à l'époque, j'étais encore en Belgique, donc c'est vrai, je traînais pas avec autant de Français. J'avais mon petit accent carolo qui ressortait. Et il m'avait dit, ouais, ça va être compliqué pour moi, en fait, de pouvoir faire l'impasse là-dessus. Je peux comprendre. C'est comme j'ai des patientes à qui je donne des méditations qui ont été tournées au Canada. Elles me disent, je peux pas, en fait, l'accent canadien, ça me déconcentre, j'arrive pas à me mettre dedans. Mais c'est correct. Mais juste, faut le savoir avant d'entamer quelque chose. Donc, Eugénie a raison. Les appels découverts, c'est fait pour ça. Il faut vraiment les exploiter et se dire, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui pourra vous prendre en charge de toute façon, avec qui vous vous entendrez. C'est ça. Pour celles qui veulent te retrouver tout simplement, est-ce que tu peux nous partager tes accompagnements et simplement où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai de toute façon le lien avec ton compte Insta, les ressources. Du coup, par rapport à tes accompagnements, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Eh bien, tout est sur mon Instagram, donc romanleblanc.psy, donc mon nom, mon prénom et .psy derrière, ou sur mon site internet romanleblanc.com, c'est très simple. Sur Instagram, je poste du contenu tous les jours, que ce soit des ressources éducatives, des témoignages de mes patientes, des avancées, des évolutions. Enfin, vraiment, j'essaye de varier et que ce soit intéressant et éducatif aussi pour que les gens puissent comprendre c'est quoi un trouble du comportement alimentaire. CF, les mamans qui trouvent mon compte et qui sont en mode, qui m'envoient des DM en mode « Mon Dieu, je pense que ma fille en souffre, merci pour votre contenu parce que ça m'a aidé à y voir plus clair. » Donc, c'est vraiment ça mon but via Instagram. Et au-delà de ça, évidemment, j'accompagne aussi. Hein, je ne suis pas que créatrice de contenu. Il y a plusieurs manières de se faire accompagner avec moi. La première, c'est, comme je disais tout à l'heure, de commencer le chemin en autonomie pour avoir un visu sur ce qui se passe pour vous et pour pouvoir agir ensuite en conséquence. Vous aurez les clés, vous aurez tous les exercices que je prescris à ma patientèle. C'est juste une première entrée en matière qui vous permettra de savoir si vous souhaitez vous faire accompagner plus en profondeur ou pas par la suite. Parce que parfois, ce n'est pas nécessaire. J'ai des patientes qui font ce chemin-là en autonomie, puis qui n'ont plus de crise, et puis qui se disent, en fait, il me semble que mes crises, c'est peut-être lié à un trouble de l'attachement, et donc je vais plutôt me dire, vu que mes crises, c'est réglé, je vais me diriger vers un professionnel de santé spécialisé dans l'attachement, par exemple. Ce chemin en autonomie, il est expliqué du coup sur mon site internet dans la section autothérapie et c'est sous forme d'abonnement pour accéder à une plateforme de psychoéducation où vous pouvez avancer à votre rythme. Ça a été pensé du coup en 6 modules, un module pour 2 semaines. Mais si vous voulez faire plus rapidement ou prendre plus de temps, c'est correct aussi. C'est vraiment vous qui voyez. Et d'ailleurs, si vous venez du podcast et que vous écoutez là en ce moment, que vous avez envie de vous lancer là-dedans, vous pouvez utiliser le code Eugénie30 et vous aurez l'accès aux ressources et à ma plateforme en ligne à moins 30% du coup sur l'abonnement. Et sinon, l'autre manière de se faire accompagner, c'est directement entamer un suivi en individuel avec moi ou dans mon groupe qui s'appelle Les Bouchées Douces et qui démarre tout bientôt. Donc, c'est une thérapie de groupe où on fait la même chose qu'en individuel, mais en groupe. C'est sur un plus court terme, du coup. Super. Voilà, merci beaucoup. Merci pour le code promo. Avec grand plaisir. Merci pour les filles qui nous écoutent. Sachez que j'étais absolument pas au courant. Je découvre ça avec vous comme ça. Je rajouterai ça en description du podcast. Encore un grand merci. Et merci pour cet échange. Un énorme merci parce que je sais que tu as un emploi du temps en ce moment assez chargé. Donc, vraiment, merci d'avoir accordé ce moment. Je sais que cet épisode sera encore une fois pépite pour celles qui nous écoutent parce qu'encore une fois, voilà, c'est des problématiques qui reviennent très, très souvent avec les déséquilibres hormonaux. Filez vous abonner au compte de Romane. N'hésitez pas à utiliser le code promo du coup. Un grand merci, Romane, pour cet échange. Merci à toi. Merci. Et merci aux écoutes, aux auditeurs. Je n'ai pas de podcast, je ne sais pas comment on appelle les personnes. Aux auditrices, à celles qui nous écoutent. Aux auditrices, voilà. Et même auditeurs, parce que comme tu le dis, moi, je trouve ça très, très cool. Il y a les partenaires qui s'impliquent aussi, je le vois de plus en plus, qui même partagent les finances de l'accompagnement, qui ont envie de lire, qui ont envie de lire les livres que les filles s'achètent, qui regardent les replays aussi ensemble. C'est trop bien. J'adore. Bah ouais. Bref. Merci à tous. Un grand merci. Pour celles qui nous écoutent, du coup, on se rejoint dans 2 semaines. Merci déjà pour votre écoute et on se rejoint dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Salut Romane. Salut.